Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Cela fait tout juste 60 ans cette année que la tradition festive du Luna Park de Bellerive s'installe à quelques pas seulement du lac pour célébrer l'arrivée du printemps. Cette année, la place de Bellerive s'animera dès mercredi prochain, le 8 mai, jusqu'au 2 juin, avec le grand retour de l'incontournable Luna Park. Des manèges classiques aux sensations fortes, en passant par les incontournables Barbe à Papa, c'est l'ambiance qui va s'installer sur la place de Bellerive. Mais Luna Park ne se limite pas à l'amusement. Les forains, véritables ambassadeurs de la joie, rendent visite aux enfants malades de l'hôpital des enfants, leur apportant ainsi un peu de réconfort avec des peluches et des douceurs avant le début des festivités, avant le début de la fête foraine. Sur le plateau, je reçois ce matin Gypsy Raymond-Ullmann, bonjour. Bonjour. Mackenzie Berdoff, bonjour. Et Cliff Jeanneret, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Merci de vous être levés tôt ce matin pour venir nous parler à la fois du Luna Park et puis de cette belle opération menée. Comme je disais, vous êtes des ambassadeurs de la joie. Vous apportez un peu de bonheur aux enfants à l'hôpital. Ça, c'est une belle tradition aussi qui s'est installée depuis quelques années. Qui c'est qui répond en premier à cette question ? Alors, Vous, je vais bien Gypsy ? répondre. Alors, Ouais. là, ça sera la deuxième année qu'on va aller amener les pommes d'amour aux enfants du CHUV. Parce que on a toujours dit s'ils ne peuvent pas venir au Luna Park, parce qu'ils sont malades et ils ne peuvent pas se déplacer, Ouais. c'est le Luna Park qui va à eux. Ouais. L'année passée, ça s'est bien passé, puis ça nous tenait à cœur de refaire ça cette année. Ouais. Comment est née cette idée en fait ? Parce que c'est une superbe idée. Bravo pour ce que vous faites déjà. Merci. Alors, c'est tout simple. Quand il y a eu le Covid, on a été amener des pommes d'amour au personnel soignant. Ouais. Et on voulait absolument faire quelque chose pour les enfants. Mais ce qu'il y a, c'est que à cause de cette pandémie, on pouvait pas, c'était un petit peu trop dangereux. Et puis, donc, à chaque fois, on avait des portes fermées devant nous, on pouvait pas aller. Et puis, quand tout s'est rouvert, on a pensé à faire comme ça. Si eux peuvent pas venir au Luna Park, c'est nous qu'on va à eux. Voilà comment c'est né. Ouais, c'est super, c'est une belle idée. Comment ça a été accueilli ? Vous avez eu, j'imagine, un retour plutôt sympa du personnel soignant et des enfants, évidemment. Alors oui, ils étaient ravis. Ils étaient contents, les enfants étaient contents. Et puis, ça leur a amené de la joie. Ouais. Alors, comment ça se passe ? Vous débarquez au CHUV, comme ça, avec une roulotte et plein de trucs que vous allez proposer aux enfants. Comment ça se passe ? Vous nous racontez un petit peu ? On va arriver, on va donner les pommes aux enfants, on va répondre à leurs questions, on va faire s'ils veulent des photos avec. Puis voilà. Ouais, parce que ça prend du temps aussi de faire ça. Là, vous êtes en plein dans les préparatifs, et puis en même temps, vous prenez le temps, vous prenez sur vous pour aller passer un petit moment avec les enfants à l'hôpital. C'est des moments, j'imagine, touchants ? Ouais. Ouais, c'est fort. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, personnellement ? Ça pourrait être nous à leur place. Ouais. Donc, puis surtout qu'il y en a des qui ont le même âge que nous, ça pourrait être nos copains, donc ça nous touche, quoi. Ouais. Voilà. Et vous, Cliff, comment vous vivez alors ces moments forts, j'imagine aussi, en émotion ? On va là-bas, on distribue à tous les enfants. Et puis après, ils peuvent nous parler s'ils veulent. Et on fait un peu le tour de tout le monde, on voit ce qui se passe. Et voilà, on est content de faire ça aussi. Ouais, en tout cas, c'est un très très beau geste. Je vois, Mackenzie, que vous avez une écharpe de Miss autour de vous. Alors, vous êtes Miss Luna Park, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors expliquez-nous, racontez-nous, quelle fonction a Miss Luna Park ? Alors, il y a une responsabilité, j'imagine. Vous êtes une ambassadrice aussi, du coup. On représente les Luna Park de la Suisse romande, et par exemple, là, ce qu'on va faire, on va aller donner les pommes, c'est moi et Cliff qu'on va les faire. Et voilà. Et pendant le Luna Park, votre fonction, elle est importante, du coup, vous devez être présente tous les jours. Quel est votre rôle durant la manifestation ? Pas grand-chose. Enfin, je fais rien, de toute façon, je suis là tous les jours. Ouais. Mais... Quand il y a un événement spécial, Ouais, quand il y a un événement spécial, c'est ambassadrice. voilà. Ouais. Et puis Cliff aussi est Mister, sauf que lui, il a oublié son écharpe. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas... Pardonnez-moi, Cliff. Alors. Il y a Miss et Mister Forain, mais moi je l'ai oublié. D'accord. Voilà. Donc, c'est vous qui allez serrer les mains quand il y a des moments un peu plus officiels, on va dire. Voilà, comme par exemple là qu'il faut venir, c'est nous qu'on vient. D'accord, ok. Alors, cette opération, c'est pas qu'à Lausanne, vous le faites aussi ailleurs, ou c'est une spécificité lausannoise ? Alors, pour le moment, on l'a fait qu'à Lausanne. Ouais.
Mais peut-être qu'à l'avenir, on s'étendra. En tout cas, c'est une belle idée. Alors, parlons du Luna Park, qui ouvre ses portes juste pour démarrer le week-end de l'Ascension. Ça sera le mercredi 8. Vous êtes en train d'installer ces jours-ci justement les différents manèges, carrousels qu'on va pouvoir venir apprécier durant un mois, hein, c'est ça ? Tout à fait, voilà. Jusqu'au 2 juin. Ouais. Et Lausanne, c'est toujours une étape importante, hein ? Oui, parce qu'on se retrouve tous ensemble. Ouais. C'est très festif. C'est le printemps, on est tous très festifs. Ouais. Puis c'est une tradition. C'est une tradition, oui. On sait combien il y a de manèges cette année. Faites-nous un petit peu envie. Il y a de quoi s'amuser. Alors, je pense qu'on est bien entre les manèges, les confiseries, les jeux. Je pense qu'on est bien une centaine. Une centaine d'installations à vivre et à découvrir durant cette période qui annonce l'arrivée de l'été, la fin du printemps, le soleil, les beaux jours, etc., etc. En tout cas, bravo. Et alors, donc, ce week-end, vous allez être un petit peu sur le qui-vive, si je puis dire. C'est là que vous allez justement aller rendre visite aux enfants ? Oui. C'est ça ? Lundi. Oui, lundi. Là, c'est lundi. Lundi. Lundi, d'accord. Donc, vous vous préparez pour ces bons moments. Qu'est-ce que vous allez leur apporter ? On a parlé des pommes d'amour, mais il y a d'autres choses aussi que vous... Alors, on va leur ramener aussi un tas de peluches. Ah, sympa. Voilà. Un peu de réconfort. Voilà, exactement. Voilà, de la bonne humeur et puis plein d'émotions, évidemment, pour ces enfants. Bravo pour ce que vous faites. Avant les festivités, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Parce que là, vous allez travailler 7 sur 7, non-stop. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Du beau temps. Du beau temps, c'est ça, hein ? Voilà. Ouais, vous êtes tributaire. On ne demande que ça. Que du beau temps. Beaucoup de monde. Voilà. Voilà. Du soleil. Du beau temps, un peu de chaleur quand même, c'est quand même plus sympa quand il fait chaud. Et puis n'hésitez pas donc à partir du 8, donc à partir de mercredi et jusqu'au 2 juin, tous à Bellerive pour cette édition 2024 de Luna Park. Un grand merci à Mackenzie, un grand merci à vous Cliff. Merci. Alors Miss et Mister Luna Park. Bravo à tous les deux. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. Et puis merci Gypsy aussi d'être venu nous parler tôt ce matin de ce Luna Park 2024 et de ce qui est mis en place par toute cette équipe de forains qu'on salue, bien sûr. Au passage, on viendra vous rendre visite durant le mois. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Les 11 et 12 mai prochains, le Val d'Anivier sera le théâtre d'un spectacle grandiose avec la finale nationale des combats de rennes de la race d'Airain. Cet événement annuel réunit les passionnés et les curieux venus de tout le Valais pour admirer les majestueuses vaches de la région. Cette année, c'est le Val d'Anivier qui est à l'honneur, offrant aux visiteurs une immersion totale dans la culture montagnarde à travers ses produits du terroir, son artisanat et ses traditions locales. Avec près de 15 000 spectateurs attendus sur le week-end, la finale nationale est devenue un rendez-vous incontournable dans le calendrier valaisan. Mais pas que pour les Valaisans, puisqu'il y a toute la Suisse romande également qui se donne rendez-vous à ce rendez-vous. Justement, le Val d'Anivier vous ouvre ses portes pour une célébration inoubliable de la tradition et de la passion lors de la finale nationale de la race d'Airain 2024. Pour l'occasion pour vous de vivre des moments d'émotion au cœur du patrimoine valaisan, un spectacle grandiose à vivre au Val d'Anivier pour cette finale nationale des combats de rennes. Et pour en parler, je vais y arriver, je reçois Mélanie Montagniret. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais être franc avec vous, j'ai mon prompteur qui est parti en cacahuète. Voilà, j'étais en train de lire l'introduction. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, si ce n'est que c'est pas au Val d'Anivier, ce sera à Prabardy à Sion. Ah d'accord, c'est pas les bonnes informations que j'avais effectivement à Prabardy, donc à Sion, donc c'est dans la capitale valaisanne que ça va se passer. Exactement. Voilà, et ça change tout ? Ça change que c'est au centre du Valais, donc pour nous c'est important que ce soit vraiment au cœur du Valais parce qu'on a des syndicats un petit peu de toutes les régions. Et la particularité de cette finale, c'est que chaque année en fait les organisateurs changent. Donc chaque année, c'est une vallée qui vient à cette finale et qui met en avant ses produits du terroir de sa région.
D'accord. D'habitude, ça se passe dans des régions justement un peu spécifiques. Là, le fait que ce soit à Sion, ça va donner peut-être un attrait différent à la manifestation? Alors en fait, chaque année, la finale, en fait, elle est à Sion. Par contre, on a des combats qualificatifs qui se passent dans les vallées et dans les différentes régions du canton. C'est ça la grande différence. Il ne faut pas se perdre dans toutes ces informations qu'on a pu voir. Bah voilà, comme quoi on apprend des choses et c'est bien d'avoir rectifié. En tout cas, merci d'être là ce matin et merci d'avoir fait la route pour venir nous parler de ces combats de rennes. Et surtout, c'est la finale, donc c'est très très important. Et c'est très important, comme je le disais dans mon introduction, pour le Valais. Hein. Oui, c'est clair que pour notre canton, c'est une vitrine et c'est une magnifique image pour notre patrimoine valaisan. On en est très fiers. Et maintenant, c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est devenu vraiment très, très médiatisé. Donc, on a plusieurs médias nationaux, internationaux. Ouais. On est en direct aussi sur des chaînes suisses. Ouais. Donc, ça a pris vraiment une ampleur assez conséquente pour notre canton. On en parlait tout à l'heure en antenne. Il y a plus d'audience pour voir un combat de rennes que des courses de Formule 1. Oui. Alors ça, c'est ce qui nous surprend toujours, parce que c'est vrai que on a des meilleures audiences que la Formule 1, qu'un Tour de Romandie. Donc c'est vrai que pour des vaches, c'est assez surprenant. Quoi. Ouais. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens sont attachés au patrimoine, sont attachés à la région et tiennent à ces traditions, finalement, à les faire perdurer. Hein. Oui, ça montre encore comme quoi les gens sont toujours intéressés par l'agriculture et je pense qu'on doit vraiment prendre conscience de l'importance actuellement, surtout au niveau suisse, qu'a l'agriculture. C'est quand même eux, tous ces agriculteurs qui nous donnent à manger chaque jour. Et c'est vrai que nous, on promouvoit la corne, mais derrière, en fait, les combats, en fait, on arrive à faire la promotion pour toute l'agriculture valaisanne. Donc le vin, les asperges, la viande, le lait, le fromage. C'est toute une économie, finalement, un écosystème, presque, j'ai envie de dire, derrière la vache et derrière cette vitrine, en quelque sorte. Ouais. Tout à fait. Puis après, on fait aussi de la promotion pour de l'agritourisme, quoi. Donc, on a de plus en plus de gens qui viennent en Valais pour voir les Inalpes, les Désalpes. Cette grande finale, on a 50% qui viennent hors canton du Valais voir cette finale, quoi. Et ça, c'est assez rare. Dans un événement sportif ou culturel, c'est quand même assez rare. Ouais. C'est vrai que c'est un bon moment. Puis, il y a aussi une ambiance particulière. On sait qu'on aime bien faire la fête en Valais. Et... Avec la raclette, le vin, c'est clair, c'est très très convivial. Et puis, on a l'impression de vivre une expérience très très particulière. Et je pense qu'il est riche dans cet événement, c'est l'émotionnel, parce qu'on voit les éleveurs, l'amour qu'ils portent à leurs vaches et la passion. Et c'est vraiment, émotionnellement, c'est très 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 fort. C'est une spécificité suisse, ça, ou valaisanne, devrais-je dire, pour fâcher personne. Et ce genre d'événement existe aussi ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez un retour par rapport? Alors, c'est vraiment un patrimoine valaisan. Après, il y a aussi ça en France, et puis en Italie, dans le Val d'Ost. D'ailleurs, on fait, je crois que c'est chaque année ou chaque 2 ans, un combat entre les trois pays. D'accord. Où on élit en fait la reine. Donc elles peuvent être championnes du monde, certaines vaches. Presque. Presque. Alors c'est vrai qu'on est très attachés. Je voudrais juste revenir sur cette notion de patrimoine parce que c'est important. On le voit, il y a plein d'événements, que ça soit en Valais ou aussi dans le canton de Vaud, un petit peu partout en Suisse romande, qui marchent. Et ce sont des événements très régionaux, très locaux, avec le savoir-faire régional. On peut penser au mondial de la fondue, au mondial de la raclette, les concours de championnat du monde de tracasset ou autres événements comme ça. Et on se rend compte que ces événements cartonnent, comme c'est pas permis. Et quel regard vous avez là-dessus? Parce que ça renvoie quand même un signal, tout ça. Ouais, je pense que les gens ont besoin de ces choses-là, quoi. Un petit peu un retour aux sources, un retour dans le patrimoine. Et puis on est très fiers, je pense tout le monde, quoi, de ce qu'on est en Suisse. Et je pense que c'est vrai que le mondial de la raclette qu'on a eu en Valais, il a cartonné. En même temps que cette finale, le samedi, on aura le Jardin des Vins aussi à Sion. Et en même temps, cette finale où on fait un mini Jardin des Vins dedans. Donc je pense que c'est vraiment très, très important pour les gens, en fait, ce retour aux sources. Ouais. C'est un peu de la suissitude, ça? Ouais, on va dire ça. Je crois, ouais, clairement. En tout cas, merci d'être là ce matin, Mélanie Montagnier. On va se retrouver dans un instant pour l'événement. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. On peut venir.
il faut faire quoi ? Il faut s'inscrire à l'avance, on peut venir comme ça sur place. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors moi je conseille de réserver son billet directement en ligne sur notre site web racerintour.ch. Et comme ça, vous pouvez éviter les files d'attente, vous pouvez charger votre bracelet directement en ligne et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Après, si toutefois vous n'aurez pas le temps de le faire, vous pouvez directement aussi acheter votre billet sur place. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ce matin, je reçois Mélanie Montagny-Ray, responsable de la finale nationale des combats de rennes de race d'airain. J'ai bien fait attention de prononcer juste. On dit airain. C'est tout juste, ouais, race d'airain. Parce que sinon, je me fais tirer les oreilles. Cet événement vous proposera évidemment de plonger dans cet univers et puis de l'univers aussi du patrimoine valaisan avec ses produits aussi. On le disait, c'est aussi une belle vitrine pour mettre en avant les produits régionaux. Et ça, c'est très important pour le Valais, évidemment. Pour nous, c'est clair que cet événement, il est tellement médiatisé qu'on a vraiment une volonté de mettre en avant, pas que la corne, on appelle ça la corne, les combats. On aimerait mettre en avant aussi les fromages, le lait, et après toute l'agriculture, quoi. Donc cette année, on met en avant aussi les asperges valaisannes et les vins valaisans. Voilà. C'est pour ça que la vache qui rit en fait. Exact. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai 2-3 questions vaches à vous poser quand même, parce que quand on parle de combat, le mot combat peut faire peut-être peur. On pense à celles et ceux qui prônent évidemment la protection des animaux, ce qu'on peut comprendre effectivement. Mais vous le disiez tout à l'heure, il y a un grand respect pour l'animal. Et quand on parle de combat, là, c'est pas un combat comme on pourrait l'entendre. Oui, alors il faut dire déjà que ces vaches d'airain, elles luttent naturellement. Donc à 5 jours, on les voit déjà, elles sortent à peine des enclos, elles luttent pour former, en fait, elles veulent définir une hiérarchie. Donc elles font vraiment ça naturellement, que ce soit dans les alpages ou dans les exploitations agricoles. Et puis après, les combats, donc on les force pas, on a un énorme respect pour elles, parce que c'est des reines, quoi. Et on a vraiment cette passion de ces vaches. Et donc on fait vraiment attention, si la vache ne veut pas lutter sur un combat, on ne la force pas à lutter. C'est elle qui sort d'elle-même et c'est le respect de la vache en fait avant tout. C'est important, le respect, ça c'est vraiment quelque chose qui doit résonner effectivement. C'est arrivé qu'une vache ne veuille pas, ça arrive fréquemment ? Alors, moi, j'ai amené ma vache l'automne passé sur un combat et non, elle n'a pas voulu lutter, donc j'ai dû accepter la chose. Après, elle s'est quand même qualifiée, donc c'est sûr que c'était pas très correct. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance et puis voilà. Donc non, elle n'a pas lutté, puis après, à un moment donné, on l'a sortie, quoi. On voulait pas... Ouais. Et comment c'est jugé, alors justement, parce que le combat, c'est difficile à se dire, qui est la vache qui va gagner, comment ça se passe ? Donc on les laisse assez librement, en fait, dans l'arène décider contre qui elles veulent aller, et puis après on a des rabatteurs dans l'arène qui définissent un petit peu des vaches, quand même, ils les rapprochent, on appelle ça se rapprocher. Donc ils les rapprochent pour essayer de les mettre ensemble pour qu'elles luttent, et si la vache ne veut pas ou part, et voilà, la lutte est gagnée par l'autre, quoi. Par l'autre, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, on gagne, je pense que pour les éleveurs, c'est inexplicable, ça vient du cœur. Oui, mais c'est ça que j'ai envie d'entendre. Voilà, c'est tellement profond, c'est une joie énorme, c'est une fierté, une satisfaction par rapport, parce que ces vaches, il faut quand même savoir que c'est comme des athlètes, en fait, on les entraîne. Ça n'a pas l'air comme ça, mais musculairement, elles sont entraînées comme des athlètes, elles ont une nourriture particulière. Et aussi, on va courir avec elles. Donc, moi, je connais des éleveurs qui vont au bord du Rhône et avec leurs vaches, puis ils vont faire un petit footing, pour les maintenir avant un combat, quoi. D'accord. Même beaucoup d'éleveurs. ça paraît incroyable comme vous nous racontez ça, effectivement, mais on sent aussi la passion derrière tout ça, parce que finalement, derrière tout ça, c'est ça, c'est la passion, la fierté, vous l'avez dit. Alors, c'est clair que c'est une vache, au niveau laitière, elle produit beaucoup moins de lait. Donc, on peut vraiment dire aujourd'hui que les éleveurs qui élèvent de la vache d'airain, c'est vraiment pour de la passion. La passion, pas que pour la corne, mais vraiment de la passion pour cette race, quoi. Je connais la réponse, mais le lait, il est meilleur d'une vache d'airain ? Clairement. Non, je ne voudrais pas dire ça pour tous les autres agriculteurs, mais c'est vrai que c'est un produit spécifique, la viande d'airain. Oui, bien sûr. Le lait, c'est particulier, quoi. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir voir une fois un combat de rennes? Là, c'est la finale en plus, donc c'est un moment évidemment plutôt important. Et à celles et ceux qui connaissent, qui ont envie de venir, qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message ?
J'aimerais leur dire vraiment que je pense que c'est une expérience unique. C'est vrai que ça paraît peut-être bizarre pour les gens hors canton du Valais de se dire tiens, on va voir des combats de vaches. Mais c'est vraiment une expérience particulière et il y a beaucoup de convivialité. Il y a une ambiance qui est indescriptible. C'est un peu comme la lutte suisse, quoi. Et en tout cas, en Valais, on a toujours plaisir à recevoir des gens hors canton. Donc, je les invite vraiment à venir nous voir, quoi. C'est les 11 et 12 mai. Ça se passe à Sion, contrairement à ce que j'ai dit au tout début. Attention, parce que c'est le Val d'Anivier qui se déplace à Sion. Exact. C'est bien important de le préciser. Comme vous le disiez tout à l'heure, il est conseillé de réserver ses places à l'avance. Oui. Sur le site internet, je vous laisse redonner l'adresse. Rasserin.ch. Vous le dites tellement mieux que moi que je préfère. Rasserintour.ch. Pardon. Aïe, c'est moi qui fais des fautes. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ce matin, Mélanie. Vous avez choisi une musique quand même. J'avais envie de savoir un petit peu ce que vous écoutiez comme musique. Vous avez choisi Imagine Dragons. Pourquoi cette chanson ? J'aime bien le sens des paroles de cette chanson. Et pour faire un petit lien avec le monde agricole, j'aimerais un peu éveiller les consciences de certaines personnes en Suisse, d'où l'importance en fait de l'agriculture en Suisse. C'est quand même eux qui nous donnent à manger et on doit prendre conscience de ça. J'aimerais réveiller ce petit cœur d'enfant. Balance ton sport. On va parler d'un événement qui se déroule ce week-end à Genève. Chaussez vos baskets pour 2 jours de course à pied avec en point d'orgue un marathon dimanche matin dont l'arrivée se fera sur le pont du Mont Blanc et on en parle ce matin avec le directeur de l'événement, Benjamin Chandelier. Oui, de 1 à 42,195 km, c'est la promesse de ce week-end de course à Genève avec forcément un marathon, on y reviendra, mais surtout des courses pour tout le monde, c'est ça Benjamin Chandelier ? Oui, le Generali Genève Marathon, c'est vraiment une grande fête de la course à pied où tout le monde peut trouver son bonheur, qu'on soit jeune, un peu moins jeune, expérimenté ou moins, avec un handicap ou pas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui n'ont jamais participé à ce week-end de course, de fête, comment est-ce que vous raconteriez un peu l'ambiance, l'atmosphère de ce week-end particulier ? Je parlais de fête, c'est vraiment ça. Il y a les courses, il y a les parcours, il y a le défi, le challenge pour chacun, mais tout ce qu'on essaie de mettre en place autour, c'est une vraie expérience à la fois pour le participant, mais aussi pour les accompagnants, pour les spectateurs. Cette année, on a encore doublé le nombre d'animations musicales, il y en aura plus de 30 sur le parcours. On aura des DJ au départ, des DJ à l'arrivée, plein d'animations sur le village où il y a le retrait des dossards, avec des stands, des partenaires et autres. Donc vraiment, une grande fête du sport, mais même pour ceux qui font un peu moins de sport, mais auprès desquels on aimerait bien leur planter une petite graine dans la tête pour qu'ils s'y mettent. Un mot sur le tracé, c'est un marathon qui est magnifique avec une partie en campagne et une arrivée avec presque 10 km sur le bord du lac. C'est magnifique ces différences aussi de paysage. C'est la marque de fabrique du Generali Genève Marathon, un parcours à la fois urbain, mais aussi une partie un peu plus en campagne. Donc il y a plus de 12 communes du canton de Genève qui sont traversées, des paysages qui sont bucoliques. Le Mont Blanc qui est toujours là pour nous regarder de loin, des champs de colza, des vignes. Et puis oui, cette arrivée qui est absolument majestueuse, où on fait un grand bout au bord du lac et une arrivée sur le pont du Mont Blanc qui est complètement fermé à la circulation depuis très tôt le matin jusque plus tard dans l'après-midi. Le pont est aux coureurs. Et ce marathon genevois, il est particulièrement roulant. Je crois que 50% à peu près des participants battent leur record personnel. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup, dont c'est le premier marathon aussi. Le marathon se démocratise, mais ce tracé, il est roulant quand même. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de chercher, à la fois d'allier un parcours qui est unique, parce que c'est très rare qu'on ait à la fois un marathon qui allie une partie plutôt campagne et une partie plutôt ville, mais on a essayé de tracer un parcours qui soit le plus plat possible, qui ait le moins de virages possible, et c'est vrai que le parcours du Generali Genève Marathon se prête à merveille pour faire une performance. Un mot sur un homme, le Genevois Tadesse Abraham, qui représentera la Suisse sur le marathon aux Jeux Olympiques cet été. Il sera présent sur le semi ce week-end, sur le semi également pour une activité, c'est ça ? Ouais, Tadé, il a couru, ça fait des années qu'il vient courir régulièrement chez nous. On a une relation particulière parce qu'on l'adore. Il a encore fait des prouesses incroyables ces derniers mois, ces dernières années, où chaque année il bat son record. Donc c'est un vrai honneur pour nous de l'avoir sur la ligne de départ, parce qu'en plus il a une grosse année avec les jeux qui se profilent, et puis certainement une fin de carrière proche. C'est lui qui va décider. Il a toujours dit qu'il voulait pas que ça soit le sport qui l'arrête, mais que ça soit lui qui décide, et c'est sûr que là, s'il partait prochainement, il partirait vraiment en haut de l'affiche, parce que il a le record suisse du marathon, il n'arrête pas de pulvériser ses records, et c'est vraiment
l'athlète élite qu'on aime beaucoup parce qu'il est très fort, mais il est à la fois très sympathique, très accessible avec le public, et c'est pour ça que tout le monde l'aime. Donc, il sera un honneur qu'il soit là avec vous ce week-end. Il sera notre invité lundi dans Balance ton sport, le mag, pour nous raconter notamment son week-end. Développer un événement comme le marathon de Genève, au-delà d'une simple course, c'est en faire aussi un événement festif. Vous l'avez dit, les animations se développent. Ça traduit une démocratisation du sport. Le marathon, c'est plus réservé à l'élite sportive. Non, complètement. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de casser. Alors, oui, c'est un challenge, mais tout le monde peut le faire. Et on a besoin, nous, et tous les organisateurs de marathon doivent, quand ils communiquent, les photos qu'ils utilisent, les vidéos, les after-movies, etc., on doit vraiment parler à tous. Parce que faire du sport, ça fait du bien. Courir, c'est accessible. Et faire un marathon, c'est possible. Il faut juste de la préparation. Il faut juste prévoir 3-4 mois. Avant, on se remet un petit peu en forme. Mais c'est possible pour tous. Et voilà, j'ai énormément d'exemples autour de moi de gens qui étaient pas du tout sportifs. Et puis finalement, ce virus du running, il commence à toucher un petit peu tout le monde parce qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui commence à courir, qui a fait un marathon, et on a envie. Alors oui, ça se démocratise et c'est très bien parce que ça fait du bien à la tête et au corps. Et 21 700 coureurs seront présents, jamais il y en a eu autant. Pour que tout se passe bien, c'est beaucoup de boulot, j'imagine. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses de l'organisation d'un tel événement? C'est beaucoup de bénévoles, j'imagine. Ouais, c'est 1200 bénévoles qui nous accompagnent, qui sont fidèles. Il y en a beaucoup qui reviennent d'année en année. C'est plus d'1 an de travail. C'est une énorme organisation. Là, les structures au Jardin Anglais, ça fait quasiment 10 jours qu'elles ont commencé à être construites. Donc non, 21 700, là, c'est un nouveau record de participation. On était à 18 500 l'année passée. Et là, on est à 21 700 en ayant bloqué les inscriptions plus d'1 mois en avance. On veut grandir, mais sereinement. On ne veut pas grandir trop vite. Si on avait laissé ouvert les inscriptions, je pense qu'on finissait vers les 26 000. Donc la marche aurait peut-être été un peu haute pour notre comité d'organisation. On préfère faire les choses bien, sereinement. C'est déjà plus de 3 000 participants de plus que l'année passée. Et puis l'année prochaine, on ouvrira un petit peu plus. Mais voilà. On veut garder une qualité d'organisation qui est exceptionnelle pour tous. Les gens, ils viennent pour vivre une expérience. Qu'on fasse le 5, le 10, le marathon, chacun a son challenge personnel. Nous, notre objectif, notre ambition, c'est de les mettre dans les meilleures performances, qui vivent une expérience géniale, mais surtout que l'organisation soit au top. Donc voilà, on grandit sereinement. Merci beaucoup Benjamin Chandelier, ça va être la grande fête du sport du côté de Genève ce week-end. Allez-y, allez y faire un tour, même si vous ne courez pas, même si vos proches ne courent pas, allez y faire un tour, ça va être festif et magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Média, les anecdotes de Knut. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le vendredi, vous le savez, c'est la gastronomie qui prend ses quartiers sur M le Média et sur Canal+, avec Knut Schwander. Bonjour Knut. Mais bonjour. Merci d'être là. Avant de retrouver notre invité tout à l'heure, Philippe Gobet. Grand monsieur de la gastronomie, il faut le dire. Un très grand monsieur de la gastronomie, avec multiples récompenses. On va en parler tout à l'heure. On va retrouver vos anecdotes. Et attention, vous m'aviez soufflé à l'oreille tout à l'heure que c'était une anecdote dramatique. Exactement. Je suis très inquiet. Oui. Que se passe-t-il ? Alors, il faut le savoir, quand on va au restaurant, très souvent, même si on adore ça, eh bien, il y a des passages fantastiques qui sont merveilleux et charmants. Et puis, il y a des moments où ça se passe moins bien, où c'est un peu plus dramatique. Là, ça n'est pas du côté du cuisinier que ça s'est mal passé. Mais enfin, je vais vous raconter ça. Histoire de table, donc on est il y a 35 ans environ. Et en jeune couple, avec Carole qui est devenue mon épouse, on rentrait de Venise. C'était en février, du carnaval. On était dans le train. Lorsque tout à coup le train a ralenti, on a entendu les freins crisser, comme c'était avant toute intervention technique, le contrôleur est venu annoncer qu'on allait s'arrêter à Stresa. Et en fait, on n'avait pas du tout envie de rentrer à la maison, donc on s'est dit, on sort. Donc on a pris nos valises, on a couru vers la porte, on s'est retrouvés sur le quai en février, Stresa, c'était beau, il y avait des palmiers, il y avait ces vieux palaces au bord de l'eau, et on s'est trouvé un petit hôtel, et après on s'est dit il faut aller manger, et comme la gourmandise, une fois que ça nous tient, eh bien c'est pour la vie, et ça a commencé tôt, eh bien on a cherché une bonne adresse, en plus il faisait froid et moche, il faut le dire, donc on a trouvé un endroit qui était un relais château, d'ailleurs je crois que c'est un restaurant membre
des relais châteaux. Où on s'est attablé le soir. C'était un endroit un peu compassé, il faut le dire. Donc c'était très 70s, comme ça, bois d'acajou, thon mordoré. Enfin, pas un restaurant d'une beauté incroyable, il faut le dire, mais luxueux, et puis à l'italienne, avec un service très obséquieux même. Mais tout ça a été meublé de gens, bien sûr, comme la plupart des restaurants, plutôt âgés, donc dans cette atmosphère feutrée. On était entourés de... Enfin, nous, ils nous paraissaient âgés, je pense qu'ils avaient mon âge à peu près maintenant, mais voilà que entre la pasta et puis l'arrivée des scalopines au marsala, soudain, un monsieur, bien habillé, cravaté, tombe de son siège. Ah. Il tombe, il était par terre, il était tout blanc. Et apparemment, personne n'avait fait de cours de premier secours dans cette salle, donc tout le monde est resté un peu étonné. Le service a juste dénoué sa cravate. Et puis, il faut dire que ça n'a plus servi à rien, parce que quand les secours sont arrivés, très vite d'ailleurs, eh bien, ils ont malheureusement dû l'évacuer. Ce monsieur était mort. C'est vrai que c'est quand même très confrontant quand on est à table, parce que on est à table pour se faire plaisir, on est à table pour manger, donc pour vivre, même si, enfin, on extrapole un petit peu. Donc c'est un peu bizarre de voir justement la vie de quelqu'un s'en aller. Je pense donc souvent à ce monsieur, donc c'est une sorte d'hommage que je lui attribue aujourd'hui, parce que c'est avec une certaine tristesse, et puis en même temps, en épicurien convaincu, je me dis, sachant qu'il faut bien mourir une fois, peut-être que c'est une belle mort de vivre, voilà, entre la pasta et la scalopine, mais il aura loupé la scalopine au marsala, mais enfin, entouré de ses amis, c'est peut-être une belle mort. Voilà, donc c'était une anecdote pas très drôle, mais enfin, maintenant que j'ai plombé l'atmosphère, on peut passer à la suite. Donc c'est pas à cause de ce qu'il a mangé. Donc non, je n'incrimine pas le restaurateur. Vous avez fait froid dans le dos quand même pour commencer l'émission. Oui, ça va être compliqué tout à l'heure. M le média, la table de Knut. Ce matin à la table de Knut, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un chef passionné, un professeur aspirant et un brillant communicateur. Ayant, avant de rejoindre l'école hôtelière de Lausanne en tant que chef exécutif et maître d'enseignement senior, son parcours professionnel est marqué par une série de succès remarquables. Titre prestigieux de meilleur ouvrier de France en cuisine, vice-champion de France des desserts, une reconnaissance de son talent sucré, membre éminent de l'Académie culinaire de France, une institution de renommée, récompensé par la grande médaille d'or des cuisiniers de France pour son excellence, honoré en tant que compagnon majoral de la confrérie du Guillon, une distinction honorifique, partie prenante de la chaîne des rôtisseurs suisses et membre du club Prosper Montagnier Suisse, témoignant de son engagement dans la gastronomie suisse, chevalier distingué de la confrérie Tastevin, une reconnaissance de son expertise dans le vin, auteur également prolifique de livres de pâtisserie, partageant ainsi son savoir et son art avec le monde culinaire. Bonjour Philippe Gobet, je me suis arrêté là parce que ça n'arrête pas, la liste est longue. Bonjour. Quel honneur. Bonjour Philippe Morax. Bienvenue à vous. Voilà, oui, c'est vrai que moi j'ai deux Philippe autour de moi aujourd'hui sur ce Philippe, plateau. Ouais, exactement, oui, c'est bien. Oui, mais bonjour, exactement, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici. J'ai d'abord une question à Philippe Morax. Est-ce que Philippe, vous avez un Larousse gastronomique ? Non, j'ai pas un Larousse, mais je lis Goemio de temps en temps. Ça, c'est très bien, oui. J'aime bien aller au restaurant. Et j'ai 2-3 connaissances qui sont épicuriens. Donc, d'accord, bon, c'est déjà une bonne longueur d'avance. Si vous aviez un Larousse gastronomique, entre le mot goberge, qui est donc le nom du lieu noir au Canada, et j'ai appris en le feuilletant le Larousse gastronomique, et le mot gobo, qui est une racine, une variété de badiane au goût proche du cardon, et j'ai appris à la même occasion, eh bien, il y a Philippe Gobet, parce qu'en plus de toutes ces distinctions, eh bien, il figure Larousse gastronomique. C'est quand même un honneur, ça aussi. Ça, c'est la classe. Oui, effectivement, je crois que c'est la suite d'un parcours, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais exceptionnel, surtout la rencontre d'hommes, de chefs, de personnes qui m'ont
qui m'ont un petit peu coaché, qui m'ont aidé, qui m'ont montré le chemin durant ce parcours. Alors c'est vrai que mon parcours, il est... voilà, bon, chacun a son parcours, mais Georges Blanc pour commencer, même avant la rencontre avec un meilleur ouvrier de France, Paul Couéberlet à Villars-les-Dombes. Je vous interromps, parce que quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que, si je suis bien renseigné, vous vouliez devenir dessinateur industriel. Exactement. Non, c'est peut-être là le départ. C'est vrai que je suis d'une famille nombreuse. Je suis le dernier d'une fratrie de 9 enfants. Et c'est vrai que tous mes frères, particulièrement, ont suivi cette formation pour être dessinateur industriel. Ouais. Alors personne finalement l'a fait, mais au moins on a tous commencé. Et moi-même j'ai commencé donc à faire un baccalauréat donc pour être dessinateur industriel. Et puis après, ça m'a amené dans d'autres chemins, qui est la cuisine et la pâtisserie. J'ai lu aussi que vous aviez appris les maths avec les crêpes, en comptant les crêpes. Effectivement, alors ça on me l'a raconté, mais j'ai appris à compter apparemment en comptant une pile de crêpes. Alors c'est vrai qu'à la maison il y avait beaucoup de bouches à nourrir, oui. Et quand on faisait des crêpes, on en faisait une pile, et puis un jour j'ai dû dire 1, 2, 3, 4, et mais alors il parle, il sait compter, et voilà, donc c'est une anecdote qui reste assez sympathique. C'est une belle anecdote, et en plus qui fait bien le lien entre ces deux, d'abord le côté technique, je veux dire, qui vous intéressait aussi, et puis ensuite ce côté lié à la gourmandise et à la gastronomie. Les deux choses sont non seulement incompatibles, pas incompatibles, mais peut-être nécessaires, cette approche. Peut-être que c'était la destinée, déjà tout petit, de dire, voilà, il faut, si on veut savoir cuisiner, si on veut savoir pâtisser, faire de la pâtisserie, il faut savoir compter aussi. Oui. Et peut-être que voilà, c'était ma destinée, et puis finalement, c'était que le début du chemin. Parce que vous avez commencé comme pâtissier. Alors j'ai commencé comme cuisinier, puisque j'ai fait l'école hôtelière de Dardilly à Lyon. Et puis, pour la petite anecdote, quand je suis sorti avec mon diplôme un vendredi après-midi, tout fier avec mon BEP et mon CAP, je suis allé voir un ami de la famille qui était restaurateur à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais. Et puis je lui dis, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon diplôme ? Alors ils m'ont dit, écoute, on est allé dîner mercredi dernier chez Georges Blanc, je crois qu'il cherche quelqu'un. Alors ils ont appelé Georges Blanc, ils ont dit, voilà, il y a un petit jeune qui sort de l'école, il est de bonne famille. Alors Georges a dit, il a qu'à venir demain matin. Et puis avant de partir, donc de remercier le chef que j'étais allé voir, il m'a dit surtout, n'oublie pas de prendre une veste de cuisine, on ne sait jamais. Alors me voilà le lendemain matin, à 8h, accueilli par Georges Blanc. Alors à l'époque, il n'y avait pas besoin d'envoyer des CV ou quoi que ce soit. Il m'a dit, est-ce que tu as pris une veste avec toi ? Je lui ai dit oui. Il a appelé le chef de cuisine, il a dit, le petit commence tout de suite, il va changer. Et voilà comment j'ai commencé ma carrière. Et puis après, 1000 pieds à l'étrier tout de suite, comme ça. Tout de suite, voilà comment ça s'est passé. Et là, passé. c'était en pâtisserie, du coup ? Non, c'était en cuisine. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai eu une allergie aux crustacés. Et puis Georges Blanc m'a dit, écoute, je lui ai dit, non, il faut que je retourne justement dans mon métier d'origine, que j'avais choisi, justement, d'être dessinateur industriel. Il m'a dit, tu devrais essayer la pâtisserie. Et puis, donc, je suis allé en pâtisserie chez Georges Blanc. Et puis, rapidement, de commis, je suis passé à chef de partie. Et très jeune, j'étais chef pâtissier chez Georges Blanc. C'est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Et puis, en plus, je pense quand même que, comme formation, la pâtisserie demande une rigueur qui est tellement plus grande, finalement, en tout cas, que la cuisine traditionnelle, que je suis sûr que vous en avez gardé. La pâtisserie, c'est du peser. Alors aujourd'hui aussi, on pèse beaucoup en cuisine. Mais c'est vrai qu'en pâtisserie, une recette, si on veut qu'elle soit réussie et qu'on puisse la dupliquer, il faut la peser, il faut la millimétrer. Et au fond, ça rejoignait facilement un petit peu ce que j'avais appris tout petit, donc à savoir compter. Le média, la table de Knut. La table de Knut avec Philippe Gobet qui est avec nous ce matin. Quand on parle de Philippe Gobet, on parle de l'école hôtelière de Lausanne. D'ailleurs, félicitations, meilleure école hôtelière du monde. Oui, effectivement, je crois que c'est pour la 6e année. C'est pas la première fois, c'est ça. C'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est le travail d'équipe. C'est chacun dans son expertise apporte la pierre à l'édifice. Et c'est vrai que on est très fiers, on est très fiers, très heureux, et surtout pour nos étudiants qui viennent ici chercher l'excellence.
Et donc, quand on vient chercher l'excellence, on se doit de la trouver. Et puis, à l'école hôtelière, voilà, tout le monde s'engage autour de l'excellence. Et c'est ce qui nous motive tous les jours pour pouvoir avancer. Parce qu'en 2 mots, maintenant, cette école hôtelière, les Lausannois le savent, en tout cas ceux qui passent parfois dans les hauts de la ville ont vu exploser le volume construit de cette école. C'est absolument rutilant, c'est fantastique ce qui a été construit là. En quelques chiffres, l'école hôtelière, comment est-ce qu'on peut la définir maintenant? Il y a combien d'étudiants? Bon, et quelques chiffres comme ça, on va dire, on va pas les compter un par un, mais il y a autour de 4000 étudiants, alors sur 3 campus. Bien sûr ici à Lausanne, à Passoug dans les Grisons, et puis surtout aussi au campus de Singapour. Mais voilà, c'est 4000 étudiants. Tout le monde n'est pas sur place, puisque vous savez qu'il y a aussi après, par exemple, les six premiers mois dans les arts pratiques, on vient faire un premier stage pratique, puis après on revient, et puis après, à mi-parcours, on va faire un stage plutôt d'administration. Mais voilà, c'est aussi à peu près 600-700 employés sur les 3 campus. Voilà, donc c'est beaucoup de monde. Il faut nourrir toutes ces personnes. Et bien nourrir. Et bien les nourrir, hein, puisqu'on a, on a plusieurs styles de restauration, que ce soit du gastronomique, avec justement... Oui, parce que ça aussi, je m'excuse, j'interromps, mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un lieu de formation qui soit étoilé Michelin, reconnu par le Gomio, et unanimement applaudi par tout le monde. Il y a quand même ce berceau d'essence, hein, c'est le nom du restaurant gastronomique. Ce qu'on a souhaité, quand vous l'avez rappelé, j'ai pris le poste d'exécutif chef quand je suis arrivé, il fallait justement pour nos étudiants qui allaient demain aller dans le monde professionnel, leur donner tout de suite l'outil nécessaire. C'est vrai qu'il y a toujours un palier entre le moment où on est en centre de formation, on apprend, puis qu'on se retrouve dans le monde professionnel. L'expérience du terrain, quoi. Exactement. Et nous, on voulait justement, on s'est donné les moyens, la direction nous a donné les moyens de pouvoir justement aller chercher des experts pour pouvoir donner à nos étudiants vraiment un lieu de travail qui ne soit pas en décalage une fois qu'il je trouve que c'est particulièrement remarquable puisque, disons, le domaine de l'hôtellerie, c'est un domaine du business où souvent il s'agit de gagner de l'argent. On sait que ça n'est pas forcément, disons, en misant sur la grande gastronomie qu'on va gagner beaucoup d'argent. Donc je trouve personnellement vraiment remarquable de sensibiliser ces étudiants au fait qu'on peut faire de l'excellence. Non, mais exactement, je pense que tout est là, je pense. Hein, c'est le savoir-être. Ça, je crois que c'est primordial. Hein, si on veut démarrer, si on veut apprendre le savoir-faire, il faut démarrer par le savoir-être. Puis après, le savoir-faire, ça s'apprend au fur et à mesure. Et je crois vraiment que on est pionniers puisqu'on est les premiers à avoir eu à aller chercher cette reconnaissance au niveau des guides, au début par le guide Goemio qui nous a qui est venu nous voir, ils ont goûté, ils ont vu, enfin ils ont jugé et ils nous ont apporté ces notes, on a 15, 16 et puis on espère pas s'arrêter là parce que on veut vraiment donner cette expérience à nos étudiants du bien faire, de l'excellence, et la reconnaissance lorsqu'on travaille bien. Et puis j'ai une petite anecdote que je pourrais ajouter, mais voilà, je crois que quand on travaille bien, quand on s'applique à la tâche, eh bien on est remercié ou félicité, je sais pas, même si c'est pas, mais voilà. On a la reconnaissance de son investissement. Du travail investi. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est là c'est important. Alors justement, ce travail... Je recevais M. Pereyon il y a quelques jours qui disait exactement la même chose. Ça, c'est aussi une école humaine, hein. Ça c'est très important. L'humain mais l'humain est très important. Hyper important. Mais ça c'est très important aujourd'hui parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier avec les technologies. Peut être par les machines. Oui. Et vous êtes d'accord avec ça? Voilà, je crois que l'humain, la famille, hein, ce qu'on dit, l'esprit de famille, hein, même si on sait que, mais voilà. L'humain est au centre de nos activités. C'est ça, je crois, que ce qu'il faut retenir.
si on apporte justement beaucoup d'attention à l'humain, d'abord on fait grandir l'humain. Vous savez que l'humain démarre et puis il grandit par les rencontres, la formation, par l'instruction, je dirais, qu'elle soit de tout domaine. Et je pense qu'on peut grandir et on fait grandir justement nos étudiants. Et je vois les parents quand ils arrivent le premier jour, vous voyez, tout le monde est un petit peu tremblant avec. Il faut dire que le lieu est déjà imposant. Le nouveau hall, là, je veux dire, c'est, disons, on a l'impression d'arriver dans une cathédrale. Et puis quand ils reviennent, on les revoit 4 ans après, les mêmes parents. D'abord, ils nous déposent presque des ados. Je veux dire des enfants, mais c'est des ados. Ils ont quel âge la plupart qui entrent? Ils sont majeurs. Ils ont un peu plus de 18 ans, 19 ans. Et puis, quand ils viennent les rechercher, ce sont des adultes. Ce sont des hommes et des femmes. Et ils nous remercient. Et ces hommes et ces femmes ont passé entre les mains de formateurs quand même assez exceptionnels. Typiquement, revenons au berceau d'essence, il y a là un encadrement. Alors bien sûr, le berceau d'essence n'est pas le lieu de formation prioritaire de l'école hôtelière, on est bien d'accord. Maintenant, moi, ça m'intéresse parce que je m'intéresse à la table. Mais donc, il y a là des formateurs exceptionnels. Vous êtes meilleur ouvrier de France, mais vous n'êtes pas le seul dans la maison. Exactement. Donc, c'est ça toute le... Je dirais que c'est comme une grande équipe de sport, de football, si on prend le... Mais voilà, il faut faire travailler tous ces experts, tous ces champions, je dirais, puisque à l'école hôtelière, d'abord, on a des experts qui ne sont pas forcément meilleurs ouvriers de France, mais on a des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, etc. Et tout, c'est une équipe, ce ne sont pas des personnes individuelles, c'est une équipe ensemble qui travaille. Et voilà, c'est ce travail. Et le résultat est là. Et là, justement, donc, il y a, alors, juste pour recadrer un petit peu la nourriture à l'école hôtelière, donc il y a ce berceau d'essence, enfin là, tout le monde ne va pas manger tous les jours au berceau d'essence. Il y a une brasserie aussi qui est magnifique, d'ailleurs, disons, qui propose une cuisine. Qui est ouverte au public. Donc, le berceau d'essence, avec aujourd'hui une chef, donc une chef femme, et ça, c'est formidable. Une jeune chef femme. Lucrèce Laccio. Exactement, et puis qui nous fait un travail remarquable, qui a apporté sa touche, qui nous fait encore monter plusieurs paliers, je dirais. Et puis c'est ce que je me suis laissé dire. Beaucoup de gens reviennent absolument enthousiastes. J'ai pas encore eu l'occasion de m'attabler au berceau d'essence de Madame Laccio. Il faudra venir goûter la cuisine de Lucrèce, qui est formidable. La cuisine de Lucrèce correspond, c'est mon avis, mais l'avis de beaucoup correspond à l'actualité. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait l'actualité de la cuisine ? L'actualité de la cuisine, je pense que c'est d'abord la spontanéité. Ça veut dire qu'il faut se débrider, il faut un peu se lâcher. Il faut d'abord travailler les produits locaux le maximum. Aujourd'hui, on est dans une époque où on peut plus se permettre... Même si le poivre, il viendra toujours de loin, etc. Et puis on ne peut pas s'empêcher non plus, si on veut mettre un homard bleu, parce qu'il n'y a pas de homard bleu ici. En Suisse, donc il faut aller le chercher. Mais essayer de prioriser... Le bœuf, typiquement, on n'est pas obligé de le faire venir depuis le Japon, quoi, même s'ils en ont d'excellents. Et prioriser les produits locaux, parce qu'il y a des produits locaux merveilleux. Il faut juste aller un peu les sourcer. Mais franchement, il y a tout pour bien faire. Et puis, voilà, je crois qu'il faut de la technique, parce que moi, je reviens, j'étais la semaine dernière à New York, mais je suis allé manger dans divers restaurants, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, aussi, l'acquisition de la technique est très importante, la technique et les produits, et puis une fois qu'on a ces deux éléments, et puis un petit peu de... un peu de passion, peut-être. Beaucoup de passion, puis voilà, je pense qu'il faut un peu se débrider, il faut un peu se lâcher, et puis il faut aussi faire la cuisine pour les clients. Ce qui est assez intéressant quand même dans ce domaine de cette école hôtelière rutilante où tout est magnifique, c'est un peu une allure d'aéroport, que je sais, c'est le futur, et en même temps, voilà, ce côté humain reste central. Je pense que c'est beau comme message. Faut aimer les gens, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement, je crois qu'il faut aimer les gens, il faut aimer les rencontrer, il faut aimer discuter, et puis voilà, il faut écouter. Moi, j'ai une phrase qui est assez simple, mais écouter et entendre, voyez, parce que souvent on écoute beaucoup de choses, mais on n'entend pas. Bien sûr. Donc il faut écouter et entendre, ou entendre et écouter, peu importe le sens, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment lier ces deux éléments. M le média, la table
table de Knut. Que le temps passe vite. Déjà, troisième partie de ce rendez-vous gastronomique, comme chaque vendredi sur M le Média et sur Canal+, avec Knut Schwander, la table de Knut. Et ce matin, à la table, à notre table, Philippe Gobet. Merci d'être là. C'est sympa notre table aussi. C'est très sympa. On pourrait mettre des étoiles aussi, ça peut être pas mal. Exactement. Bon, ça manque un peu de nourriture là pour l'instant, mais. Oui. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Philippe Gobet, je me suis laissé dire que vous voyagez beaucoup. Vous aimez les voyages, en tout cas. Alors, très bizarrement, quand j'étais jeune, enfant, je détestais quitter mon lieu de domicile. C'est vrai ça a bien changé. Hein. Et ça a bien changé, effectivement. J'ai fait mon premier voyage avec Georges Blanc. Je suis allé à Abu Dhabi, c'était en janvier 81 ou 81, ça dépend comment on veut le dire. On est bilingue, on comprend les deux. Voilà. Et puis après, c'est vrai que j'ai travaillé avec Joël Robuchon. Alors on a voyagé beaucoup, on allait beaucoup au Japon, mais on allait aussi un petit peu dans d'autres parties du monde. Et puis après, je suis un petit passage chez Alain Ducasse, et puis chez Le Nôtre, alors, la grande maison Le Nôtre à Paris. J'ai énormément voyagé. On a ouvert, j'étais directeur du centre de formation, et donc on a ouvert des lieux de formation dans le monde entier. Alors au Japon, en Corée, au Brésil, au Pérou, en Argentine, etc. Donc je voyageais énormément pour aller faire des audits et voir. Et la recette est la même partout ? La recette, elle est très simple. Quand vous voyagez et quand vous êtes passionné, la première chose qui est le plus important, c'est de rencontrer les gens. Et puis la première chose, nous, chefs, je pense que beaucoup pourront le dire, c'est que la première chose qu'on fait quand on va dans un nouveau pays, on va au marché. Et quand vous allez au marché et que vous regardez ce que les gens mangent, vous comprenez la culture du peuple. Et ça, c'est primordial. Bien sûr. Et puis après, les voyages sont enchaînés. Alors j'aime beaucoup. Alors après, bien sûr, en venant à l'école hôtelière de Lausanne, j'ai continué à voyager énormément. Et puis j'aime voyager, donc je voyage aussi personnellement. Je vais beaucoup au Brésil puisque mon épouse est suisse mais née au Brésil, donc on a de la famille. Et donc on rencontre des gens. Et là, vous rentrez de New York, je crois. Exactement. Où est-ce que vous avez mangé à New York? Alors, le repas de New York, l'endroit où il faut aller. Non, mais il faut aller à New York. Il faut aller d'abord, il faut vivre New York parce que New York c'est une ville extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on peut manger steakhouse. Je suis allé dans le plus vieux steakhouse de New York, Keene. Donc c'est assez incroyable. C'est celui qui a ses pipes au plafond. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, exactement. Bien sûr, je suis allé voir mes copains, mes copains de toujours, Éric Ripper, le Bernardin, où il fait vraiment une cuisine new-yorkaise, je dirais, qui correspond tout à fait à New York. Bien sûr, mon ami Daniel Boulu, qui est, on va dire, le pape, c'est le pape de la grande gastronomie new-yorkaise. C'est le plus français des New-Yorkais, le plus new-yorkais des Français, je sais pas, bien sûr. Et puis, je suis allé voir Christophe Bellanca, qui a ouvert, il y a pas longtemps, il y a une petite année, Essential, où il fait vraiment une cuisine. Alors là, tout à l'heure, je parlais produits techniques, voilà, je crois qu'on est pile poil dedans. Voilà, puis bien sûr que quand on va à New York, il faut manger un hot dog. J'ai mangé un hot dog comme tout le monde. J'ai mangé un burger comme tout le monde. Ils étaient bons. Alors j'ai mangé un très bon burger à Washington, très bon. Et à New York, je suis allé voir, bien sûr, je suis allé voir le musée de l'immigration. C'est très, voilà, je crois que c'est l'origine. Et sur le bateau, ils vendaient des hot dogs. Je me suis fait un hot dog. Et il n'était pas si mauvais que ça. Donc, il y a aussi un musée de l'hôtellerie à New York. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité. Non, alors je suis pas. Mais ça fera partie de la prochaine fois. De la prochaine fois. Voilà. C'est minuscule, c'est complètement incongru, mais c'est très amusant. C'est avec plaisir. Je donnerai l'adresse. Bon, c'est très bien. Mais alors, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que vous fréquentez des grands restaurants, des grands cuisiniers, et que vous aimez manger un hot dog. Ça, c'est génial, ça, quand même, c'est beau. Mais je crois que voilà, si lorsqu'on va dans un pays, il faut manger ce que les gens mangent, pas tous les jours, mais voilà. Et je pense que c'est important. Mais quand je vais à Singapour, j'essaye de. La fois dernière, je suis allé manger un crabe. Vous savez que c'est cuit très épicé, mais il faut aller manger ça. Faut goûter, quoi. Il faut essayer, etc. Et puis quand on va au Maroc, on mange une pastilla puis un couscous, etc. Voilà, il faut vraiment se nourrir. Un lieu à travers sa gastronomie, en fait.
Messieurs, c'est Exactement. l'heure de la rafale des questions. Je suis Très désolé, bien. le temps passe très très vite. Je suis obligé de faire avancer les choses. Vous êtes prêts pour la rafale des questions, monsieur Gobet? Mais on est toujours prêt. Attention, Enfin, c'est parti. j'espère. C'est 1 minute, les questions qui arrivent en rafale. C'est parti. La rafale de questions. Philippe Gobet, cuisinier, c'est le plus beau métier du monde? Probablement. Si vous sortez au restaurant, vous allez où? Je vais aller voir mon ami Benoît Carcena parce que j'aime beaucoup sa bonne cuisine. adresse. Au Val-Rose. Au Val-Rose. Rougemont. Vous êtes plutôt cervelas ou saucisson au chou? Les deux sont très bons, mais un cervelas grillé au barbecue, c'est très bon. Quel est votre repas préféré? La simplicité, c'est mon repas préféré, c'est très simple. C'est un poisson entier, sauvage, et puis cuit au four, un filet d'huile d'olive, un peu de gros sel de mer et terminé. On en a l'eau à la bouche. Simplicité, c'est très simple et c'est tellement bon. Votre recette pour séduire, monsieur Gobet? Ma recette pour séduire, elle est très simple. Un bon verre de vin, vaudois ou un bon verre de Beaujolais, puisque je suis du Beaujolais, Oui, mais ça. voilà, et puis quelque chose de simple, pas forcément compliqué. Ok, le repas qui vous a le plus marqué dans votre vie? J'ai beaucoup aimé à Singapour. Alors, bon, je suis allé dans 2 restaurants, mais restaurant Les Amis et puis chez Odette. Mais après, je pourrais vous en citer. J'aime beaucoup la cuisine de La Bouite, par exemple, de mes amis René et Maxime Meyer, qui ont malheureusement perdu une étoile il n'y a pas longtemps, mais franchement, j'y vais de temps en temps, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais j'aime beaucoup leur cuisine spontanée, qui est excellente. On est hors timing, j'ai encore une question quand même. Que ferez-vous dans 1 an? Dans 1 an, je crois que je ferai la même chose. J'irai parcourir le monde, rencontrer des gens, voilà, parce que je crois que la vie, elle est faite de rencontres et d'amitié, donc il faut conserver ça. Et vous avez choisi une musique, et pas n'importe quelle musique, vous avez choisi du Jean-Jacques Goldman. Expliquez-nous pourquoi cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. D'abord, j'aime beaucoup l'artiste qui a toujours fait des chansons merveilleuses, qui a su pendant des générations entraîner tout le monde, encore aujourd'hui. Et puis cette chanson, elle parle d'artisans, de gens simples qui se lèvent tous les matins, qui vont travailler, et puis qui souvent ne sont pas forcément reconnus en tant que tels. Nous, c'est vrai qu'on a la chance, en tant que cuisinier, on est un peu médiatisé, mais il y a plein d'artisans qui font un travail formidable, qui rendent service, et voilà, dans l'ombre. Et puis j'ai trouvé que cette chanson me parlait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous la présenter. Elle a changé votre vie, cette chanson? Probablement. Merci beaucoup, monsieur Gobet, d'être venu ce matin. C'était un vrai plaisir de vous avoir autour de la table de Clou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Écoutez, de continuer, voilà, cette vie est merveilleuse. Voilà, moi j'ai choisi ce métier. Voilà, c'est un métier passionnant, c'est un métier de rencontre. Je dirais que c'est une grande famille, comme on l'appelle. Et puis j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Merci, puis encore bravo, évidemment, à l'école hôtelière, la meilleure école hôtelière du monde. Du monde, c'est quand même pas rien. Félicitations, bravo. On est très heureux à l'école hôtelière et voilà. M Média.